Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Alors cette vidéo va regrouper des lectures que j'ai faites entre le mois d'avril et tout début juin. Je sais que je m'y prends un petit peu en retard et que j'ai pas été très active sur la chaîne ces derniers mois parce que voilà, il se trouve que j'ai lancé ma chaîne Twitch en parallèle où je stream du coup des jeux vidéo et que ça m'a pas forcément laissé le temps de me consacrer pleinement du coup à cette chaîne YouTube, chose que je compte bien, à laquelle je compte bien remédier parce que c'est assez frustrant pour moi de ne pas publier ici. Donc voilà, c'est la première vidéo qui ressort après quelques temps. C'était pas ce que j'avais prévu de faire, mais j'ai commencé vraiment à accumuler trop de frustration donc, et de livres aussi sur ma table dont je devais parler. Donc c'est parti pour rattraper tout ça. Je commence avec Les liaisons dangereuses de Chaudelot de Laclos, qui est un roman épistolaire très connu que j'ai pour ma part étudié quand j'étais au lycée, donc j'avais étudié quelques extraits et à cette occasion j'avais pu voir le film de Stephen Frears de 1988 je crois, donc qui est adapté du coup de ce roman. Dans Les liaisons dangereuses, on va suivre plusieurs personnages qui sont issus de l'aristocratie française, dont la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui sont deux libertins qui n'ont vraiment que faire des sentiments des autres personnes et de l'amour et qui ne sont là que pour s'amuser entre guillemets et prendre leur propre plaisir pour leur propre intérêt. Donc au début du roman, en fait, les personnages fixent un petit peu leurs objectifs. Valmont, lui, se met en tête de séduire la présidente de Tourvel, qui est une femme très prude et qui est réputée pour être un petit peu inaccessible. Et de son côté, Merteuil a pour but de corrompre, de manipuler la jeune Cécile de Volanges, qui doit avoir à peu près, je crois qu'elle a 16-17 ans, pour se venger de son ancien amant qui s'apprête en fait à épouser Cécile de Volanges. Le format épistolaire des liaisons dangereuses est vraiment bien parce qu'il, je trouve, permet vraiment de bien transcrire ce côté un petit peu, ce suspense, le côté palpitant, le côté un petit peu manigance, manipulation qu'il peut y avoir entre les personnages, et ça permet de croiser différents points de vue puisque chaque personnage écrit des lettres à d'autres personnages, donc on peut avoir des éléments, des points de vue qui se croisent et c'est assez intéressant. C'est à la fois terrible et jouissif de suivre ces deux personnages parce qu'on les voit mettre en place toute leur toile et de voir à quel point ils sont bien plus, par certains aspects, ils sont peut-être plus intelligents en tout cas plus malins que d'autres personnages, mais en même temps ils sont vraiment abjects parce qu'on voit qu'ils ont entre guillemets que ça à faire de leur journée, on voit vraiment qu'ils vivent dans une espèce d'oisiveté, ils ont peu d'occupation et entre guillemets c'est comme s'ils avaient que faire toutes ces manipulations, toutes ces manigances, c'était un petit peu leur seule occupation. Alors à l'époque où c'est sorti, évidemment c'est un roman qui a fait scandale parce qu'il parle voilà, de libertinage, d'adultère. Le but pour Chaudelot de Laclos, c'est vraiment de dénoncer justement ce libertinage. Pour lui c'est vraiment une critique et il va le faire, et cette critique il va la faire en punissant finalement ces deux personnages principaux, donc le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. On notera cependant qu'il y a quand même une grosse différence de traitement entre les deux personnages. Valmont finalement va décéder au combat lors d'un duel, donc il a une mort on peut dire un petit peu noble, un peu glorieuse, tandis que Merteuil elle va pas mourir de suite, elle va perdre sa réputation, perdre sa richesse, perdre sa beauté puisqu'elle va tomber malade, elle va être un peu défigurée finalement. Et je trouve que le sort de la marquise de Merteuil est bien plus cruel que celui de Valmont qui entre guillemets a une mort assez rapide. Et globalement, les personnages féminins de ce roman n'ont pour aucun, je crois, une fin heureuse, un dénouement heureux. Ça se finira mal pour tout le monde. Alors, Laclos, il attaque le libertinage dans les liaisons dangereuses, mais ce qu'il cherchait en fait à défendre aussi, c'était quelqu'un qui était plutôt progressiste sur certains aspects à son époque. Si je dis pas de bêtises, c'est 18ème comme période, je corrigerai si c'est pas ça, mais il me semble que c'est cette période-là. Et du coup, il est assez... il est progressiste notamment sur l'éducation des femmes, il est persuadé que les femmes doivent être éduquées, à la vertu certes, mais éduquées quand même, et qu'il défend aussi des mariages d'amour, il est contre les mariages arrangés, il pense que ça ne peut pas fonctionner. Et on le voit un petit peu ça à travers justement la grande intelligence, la grande indépendance qu'a la marquise de Merteuil suite à son veuvage justement. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées ? Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrites et manquer à mes principes ? Je dis mes principes, et je le dis à dessein, car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes, donnés au hasard,
reçus sans examen et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créés, et je puis dire que je suis mon ouvrage. Et on pourrait presque voir un peu Merteuil comme une figure féministe, mais disons que pour moi c'est un petit peu mitigé parce que, comme je disais, elle a un sort très cruel qui l'attend à la fin. Elle est punie d'autant plus parce que c'est une femme que, pour moi, elle a une punition plus sévère que Valmont. Et durant tout le roman, finalement, elle se fait un petit peu mener en bateau. On croit que c'est elle qui tient la barque, mais pas du tout. On a vraiment une espèce de twist à la fin qui nous montre que c'est Valmont qui était qui savait très bien ce qu'il allait faire depuis le début, un petit peu, et qui s'est joué d'elle finalement. Donc elle a une fin vraiment tragique. Donc j'ai beaucoup aimé les Ondes Dangereuses, c'est vraiment un format que j'ai apprécié. Je dirais qu'il y a un peu un creux vers le milieu du roman. Je sais pas, le ton des lettres, le contenu aussi de ces lettres devenait un petit peu... Il y a une phase un peu je trouve un peu répétitive, un petit peu où on commence un peu à décrocher. Mais ça m'a quand même donné envie de revoir le film de Stephen Frears. Je l'ai vu il y a longtemps, j'en ai un super souvenir de ce film. Et ça a été l'occasion aussi de découvrir une autre adaptation chinoise cette fois-ci, qui est disponible gratuitement sur YouTube. C'était pas mal, c'est pas un film extraordinaire, mais c'était pas mal parce que ça transposait les liaisons dangereuses dans un contexte un peu historique chinois, donc ça apportait des éléments en plus. Et disons que ça offre une fin un petit peu alternative pour les personnages, donc j'ai trouvé que il y avait quelques idées intéressantes qui étaient amenées dans cette adaptation. J'ai aussi vu la bande-annonce du film Valmont, qui est du coup dédié, qui a l'air d'être centré sur le personnage donc, du vicomte de Valmont. Alors j'ai juste vu la bande-annonce, hein, alors ce que je dis n'est que, entre guillemets, ne se base que sur la bande-annonce, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être extrêmement complaisant avec ce personnage et d'occulter un petit peu sa facette vraiment diabolique, je pense. Le personnage a l'air d'être tout à fait charmant et adorable dans la bande-annonce. J'ai pas du tout l'impression que c'est nuancé, alors que voilà, hein, dans Les Liaisons Dangereuses, le vicomte de Valmont, c'est un manipulateur, c'est un harceleur, hein, avec la présidente de Tourvel, c'est un violeur, même carrément on peut le dire. Il y a un viol qui est littéralement décrit dans les pages, dans les lettres des Liaisons Dangereuses, donc c'est un peu bizarre de voir autant de complaisance avec ce personnage-là dans le film. Je ne l'ai pas vu, donc c'est juste mes impressions sur la bande-annonce. Je serais curieuse de savoir si vous l'avez vu et ce qui transparaît. Mais en tous les cas, c'est un ouvrage vraiment connu que je vous recommande, surtout si vous aimez l'aspect un petit peu manigance, un petit peu complot via des lettres. C'est assez délicieux de ce point de vue-là. Et puis voilà, d'un point de vue historique, ça a toujours il y a quelques aspects qui peuvent être intéressants. Autre grand roman de la littérature française, L'Assommoir d'Émile Zola, donc un de ses grands romans et un de ses plus connus sans doute, qui est très souvent étudié à l'école, je pense. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais éviter de trop m'attarder dessus, mais quand même il y a pas mal de choses à évoquer, mine de rien. Donc c'est un roman qui raconte l'histoire de Gervaise Lantier, donc Gervaise initialement donc Macquart, qui s'est mariée donc à Auguste Lantier, qui arrive à Paris avec son mari et leurs 2 enfants. Et on va un petit peu suivre toute son évolution à Paris, donc je dirais il y a une phase un petit peu où elle est plutôt sur une ascension sociale, et puis jusqu'à sa chute, c'est surtout ça qui va marquer le roman, puisque finalement la chute de Gervaise va être un petit peu égrenée, ou en tout cas des éléments qui vont être provoqués sa chute vont être un petit peu égrenés tout le long du roman. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à lire L'Assommoir, je comprenais pas trop pourquoi tout le monde me disait que c'était extrêmement difficile, que c'était un roman terrible, parce que pendant, je dirais, presque plus de la moitié du roman, il se passe... Alors il y a des événements un peu tragiques qui arrivent, mais à chaque fois, en fait, Gervaise est très combative mentalement, elle continue, elle a vraiment une volonté de s'en sortir, de vivre, qui fait qu'elle arrive à se sortir de situations qui sont elle arrive à se sortir de situations compliquées ou à surmonter des drames. Donc on a toujours un petit peu d'espoir pour elle. Mais bon, les drames, l'injustice, on va dire, et la cruauté humaine ne sont jamais bien loin avec Zola, et donc finiront bien sûr par la rattraper. Et sincèrement, le dernier quart du roman, c'est vraiment une descente aux enfers. Comme j'en ai rarement vu, ça ne s'arrête jamais, et vraiment c'est une espèce d'incarnation de la misère humaine, c'était assez atroce. Dans ce roman, Zola va essayer de dénoncer un petit peu la précarité notamment de métiers et du milieu ouvrier, notamment aussi les ravages de l'alcool dans ce milieu-là, puisque voilà, l'Assommoir c'est le lieu où on va boire de l'alcool, lieu qui va être très peu présent, qui va être un petit peu présent au début du roman, va disparaître et va finalement réapparaître pour devenir omniprésent sur le dernier quart du roman.
Il va aussi parler de violence conjugale, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent. C'est vécu par Gervaise, mais pas que par Gervaise, on le voit aussi à travers d'autres personnages féminins. Et très sincèrement, il y a des scènes qui m'ont mise vraiment profondément très mal à l'aise. Il y a vraiment des scènes qui sont atroces, de violence, où il y a de la maltraitance d'enfants, c'est absolument terrible. Je trouve ça assez impressionnant que quelqu'un comme Zola, qui est un homme du 19e, puisse décrire des choses comme ça avec autant de précision. Ça m'a pas mal choqué, mais en même temps, je trouve ça bien parce que dès cette époque-là, en fait, il y avait des gens qui étaient conscients que ce genre de choses arrivait et il n'y avait rien de fait, quoi. Donc c'est assez terrifiant. Ce que je trouve aussi toujours aussi passionnant, bon ça c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que Zola a toujours ce regard plein d'acuité, plein de... il décrit toujours tout avec beaucoup de précision, que ce soit la vie quotidienne, que ce soit les cœurs de métier, que ce soit les lieux, les attitudes, la psychologie de ses personnages, et ça c'est toujours aussi passionnant à suivre. Et je dirais qu'il y a un thème qu'on retrouve souvent dans l'œuvre de Zola qui est bien décrit aussi ici, c'est vraiment cette arrivée à Paris qui semble à chaque fois que des personnages de province arrivent à Paris, la vie parisienne, en tout cas certaines choses de la ville de Paris vont finir par les corrompre ou alors les briser, comme c'est le cas par exemple dans Le Ventre de Paris où Florent arrive un petit peu tout innocent à Paris et va se faire avaler finalement par la ville. Ou encore plus récemment, je pense à Une page d'amour, qui est le volume qui suit l'Assommoir, où le personnage d'Hélène, en suivant un petit peu la vie parisienne, va se faire détourner en fait de ce qui est vraiment important pour elle. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient souvent chez Zola. Donc c'est un roman culte qui est pas facile à lire, clairement, notamment la deuxième et dernière partie sont vraiment atroces, faut quand même être un peu accroché parce que ce n'est pas vraiment joyeux. J'ai lu Aller la rivière de Luce Folkman, donc c'est un recueil de poésie qui est sorti en 2020, donc assez récent, et qui va aborder des thèmes très forts, par exemple notamment les violences policières, un petit peu l'immigration, l'écologie, et surtout la transidentité de l'autrice, qui est un thème qui va revenir à plusieurs reprises dans le recueil de poésie. Il y a des poèmes et des proses poétiques donc, qui vont un petit peu du coup mettre en avant un aspect un peu charnel, une description parfois presque chirurgicale finalement dans l'approche du corps. Il y a aussi un hommage un petit peu à la région du Sud, qui je pense est la région d'où est originaire l'autrice. Et voilà un petit peu aussi un hommage à la nature, comme je disais, ça parle un petit peu d'écologie et je trouve qu'on retrouve un petit peu cet aspect-là dans certains textes. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de belles images, j'essaierai de vous insérer quelques extraits de passages ou de figures d'images tout simplement que j'ai bien aimées. L'épaisseur des nuages, les insolences chromatiques du ciel et l'infatigable tierce du Mistral bâtissent les murailles de ta forteresse. Derrière la vitre, feuille sur laquelle les imprimés défilent, s'entassent et s'oublient, les bâillements indifférents du soleil sur le Rhône et sa vallée. Un regard vague brûle les secondes et collecte les prochaines lumières que la pupille assemble. Une armée de miroirs sur une parcelle de planète qui s'en va en pente douce vers son prochain carnage. Jusqu'à l'horizon d'un cardinal à l'autre. Orage déjà éclate, arbre blanc rappelle. C'est des textes qui sont parfois très puissants et qui marquent vraiment un engagement fort. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc je ne saurais pas forcément redire tout ce que j'avais ressenti à l'époque. Je sais que c'était une lecture qui a été assez rapide, c'est très court, et qu'il y avait quelque chose d'assez fulgurant dans cette lecture. Le thème aussi d'Aller la rivière, c'est quelque chose qui va revenir à plusieurs reprises. Il y a vraiment un poème qui y est dédié. Et moi je vois ça vraiment comme le fait d'aller à contre-courant de ce qui se passe au quotidien, d'aller vraiment contre ça. Donc c'était de beaux textes que j'ai bien appréciés. Parmi les racines des arbres les plus sages, nos sourires s'enlacent encore, l'une contre l'autre, les incapables. J'ai lu Sweeney Todd de James Malcolm Riemer. Donc vous connaissez peut-être Sweeney Todd parce que ça a été adapté par Tim Burton au cinéma, et que c'est une histoire très célèbre en Angleterre qui prend du coup ses origines dans ce roman-là, qui était publié à l'époque au 19e sous forme de feuilleton. Alors le roman de Riemer, il prend place pour le coup au milieu du XVIIIe siècle. Il va commencer sur la disparition d'un lieutenant marin
qui ramenait de son voyage un collier de perles, et ses compagnons qui s'aperçoivent de sa disparition vont en fait commencer à le chercher, et leur enquête les mène devant l'échoppe du barbier de Fleet Street qui est Sweeney Todd. Alors ce qui est très fort dans ce roman, c'est que justement on sait pas trop ce qui se passe au début, les crimes en fait de Sweeney Todd vont vraiment être gardés un petit peu secrets, vraiment jusqu'à la fin du roman, on n'aura que quelques bribes à chaque fois qu'il va falloir assembler pour comprendre ce qui se passe. Donc on va suivre un peu les machinations du personnage, mais sans vraiment en voir toute l'envergure. On va suivre aussi son apprenti, Tobias, qui se rend compte de ce qui se passe et qui essaye de le dénoncer, mais qui se retrouve frappé, qui se retrouve menacé par son maître. On va aussi avoir le point de vue des compagnons du marin qui le cherchent. Et voilà, donc on va se poser un peu des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des clients qui ressortent jamais de chez le barbier? Pourquoi est-ce qu'il y a une odeur un peu étrange, un peu de charnier sous l'église? Pourquoi est-ce que Mrs. Lovett, qui a une échoppe de tourte un peu plus loin, elle enferme un cuisinier dans son sous-sol pour faire ses tourtes? On sait pas trop. Alors ce roman, quand j'ai voulu lire du coup dans le cadre de mes chroniques sur 1h des pixels, puisque l'histoire de Sweeney Todd, elle a été adaptée en jeu vidéo dans le jeu de gestion Ravenous Devils, où on gère justement la boutique d'un tisserand qui tue ses victimes, qui récupère les corps et ensuite sa femme fait de la cuisine avec. Et j'étais pas hyper emballée de ma lecture, notamment par la couverture qui m'attirait pas du tout. Alors je trouve que le dessin au fusain derrière est très beau, mais les taches de sang devant, j'avoue que je trouvais ça un peu kitsch avec la police, je sais pas. Il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu. Et au final, c'est une lecture que j'ai bien appréciée. Déjà, c'est un style littéraire du 19e qui est vraiment agréable à lire. Il y a ce côté un peu thriller, je sais pas comment on dit, qui est assez agréable parce que notamment, voilà, les éléments de l'intrigue sont révélés au fur et à mesure, tout ne nous est pas balancé d'un seul coup. Et oui, voilà, c'était un style agréable, j'ai trouvé ça assez subtil, bien amené. Donc, si le mythe vous intrigue, que vous étiez fan en tout cas de l'histoire, à travers, je sais pas, les représentations que vous avez pu en voir, donc que ce soit de Tim Burton, mais ça a été aussi adapté au théâtre. Mais vous pouvez vous tourner vers ce roman, c'est pas mal du tout. C'est pas encore beaucoup édité en France, je crois qu'il n'y a que ces éditions, les éditions Calidor qui l'ont publié le texte aujourd'hui. Mais voilà, si vous aimez beaucoup cet univers un peu gothique, je sais pas comment dire, du 19e avec des histoires un petit peu troublantes, eh bien je pense que ça pourrait bien vous plaire. Je termine avec La Princesse des Glaces de Camilla Läckberg. Donc c'est une autrice suédoise qui est très très connue notamment pour ses policiers, ce type de roman, c'est ce qu'elle écrit je crois majoritairement, si ce n'est même exclusivement. Et ce roman La Princesse des Glaces, c'est le premier je crois il me semble d'une trilogie. On va y suivre le personnage d'Erika Falk, donc qui sera un personnage qu'on va retrouver dans d'autres de ses romans, qui est une écrivaine qui va revenir dans sa ville natale et qui va découvrir le cadavre d'une de ses amies d'enfance plongée dans une baignoire d'eau gelée. La police conclut de prime abord à un suicide, mais Erika, qui connaissait la victime, elle se dit qu'il y a quelque chose d'autre qui se trame, ça lui paraît pas cohérent que son amie elle ait pu se suicider comme ça, et elle décide donc de mener sa propre enquête. Je déteste dire ça, mais ce roman, ça a vraiment été une purge. Vraiment. Vous n'imaginez même pas comment je me suis forcée à le finir. En plus, c'est quand même un bon pavé, en plus il est pété. Vraiment, ça a été... Je me suis vraiment forcée à le finir et je vous cache pas, je ne comprends pas le succès de Camilla Läckberg avec ce roman qui est quand même un de ses plus connus, un des plus appréciés il me semble. Je comprends pas le succès de cette autrice, ça me dépasse complètement. Bon alors déjà, par où commencer, je sais pas, le plot de base est hyper banal. Vraiment, le coup du héros, de l'héroïne qui revient dans sa ville natale et qui découvre qu'il y a eu un meurtre ou une disparition. Déjà vu, non? Je sais pas, je suis pas une experte de policier, mais il me semble quand même que c'est quand même une situation extrêmement fréquente. Le style littéraire est très quelconque. J'oserais pas dire mauvais, mais enfin, bon, j'ai vu des gens bien moins expérimentés qu'elle qui écrivent bien mieux que ça, donc bref, admettons. Et puis, là où je suis un peu mitigée par contre, je dirais le côté positif du roman, c'est que j'ai l'impression que l'autrice essaie vraiment d'adopter une position un petit peu féministe dans son approche. Elle met en avant un personnage féminin qui est indépendant, elle essaye de critiquer certains comportements, on va dire, misogynes, notamment il y a un commissaire qui est vachement... qui est une grosse caricature du misogyne de base, c'est pas du tout subtil, mais voilà, je dirais qu'il y a une tentative. Et puis surtout, moi ce que j'ai trouvé, la chose qu'elle fait le mieux, à mon avis, et qui a du sens pour moi dans le roman, c'est qu'elle parle de violence conjugale, et qu'elle le fait, on va dire, assez bien, puisqu'elle va montrer, entre guillemets, les mécanismes dans lesquels peuvent s'enfermer les personnages qui sont victimes de ce type de violence et ce qui peut se passer. Donc ça, je trouve que c'est assez bien fait.
Mais pour le reste, je crois que ça s'arrête là. Vraiment, on se tape une espèce de... La moitié du roman est consacrée, ouais, pas la moitié, mais bon, presque la moitié du roman est consacrée à une espèce de romance, mais d'une banalité, d'un cliché absolument sidérant où la subtilité est vraiment inexistante. Voilà, à base d'un mec ravi que la meuf lui fasse la cuisine ou je sais pas trop quoi, enfin bref, c'est vraiment pas beauf, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose que je trouve pas intéressant du tout dans cette relation. Voilà, on retrouve aussi bien sûr toutes les histoires de jalousie bien classiques dans les couples hétéros avec une espèce de toxicité mais qui est partout, enfin c'est vraiment malsain à plusieurs moments, je trouve, vraiment je trouvais ça, je sais pas, mauvais, vraiment mauvais. Et je crois que je résumerais le livre à tout ça en fait. Le livre est vraiment grossier dans à peu près tout ce qu'il fait, dans son approche de l'enquête, dans son approche des personnages, des relations que les personnages ont entre eux. Je trouve que tout est vraiment grossier, familier, enfin il y a aucune subtilité, aucune recherche, on va dans le brut direct, c'est mauvais je trouve. C'est très cliché, c'est extrêmement cliché. Et ce qui a bien failli me faire arrêter ma lecture complètement, c'est aussi que le roman contient à plusieurs reprises des remarques qui sont grossophobes parce que le personnage principal se fait des remarques sur son poids à plusieurs reprises. Alors ça pourrait être par exemple, je sais pas, une dénonciation des troubles du comportement alimentaire ou autre, mais c'est pas du tout le cas, hein. C'est absolument pas le cas. C'est juste le personnage qui est obnubilé par l'image qu'elle voit dans les magazines, etc. Et tout ça est décrit très clairement. Très clairement, c'est décrit premier degré. Oh, pourquoi n'avait-elle pas suivi plus strictement son Weight Watchers ces dernières semaines? Pour être franche, elle n'avait même pas essayé de le suivre un tant soit peu, elle n'avait fait que se consoler en mangeant sans retenue. C'est chaud quand même là, hein. Enfin déjà ça je trouve ça dérangeant, mais bref. J'ai pas envie de regarder des extraits, j'essaierai de retrouver le passage vraiment qui m'a fait me décrocher, mais vraiment les mentions Weight Watchers, le surpoids, enfin vraiment il y a un truc hyper violent à un moment donné, enfin... c'est pas ok de mettre des trucs comme ça dans des bouquins et de les banaliser parce qu'elle a un public large, vous imaginez bien que c'est lu par beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de gens qui vont lire ça. Moi je sais pas, moi ça m'a profondément choqué de lire ce genre de choses et que l'autrice voit pas les biais qu'il y a derrière ça à écrire ce genre de choses, d'autant plus quand on essaye de prendre des postures un peu féministes, bah justement c'est le genre de choses auxquelles on essaye de faire attention. Je sais pas, est-ce que c'était un de ses premiers romans, que c'était hyper mauvais? Je ne sais pas, pour moi c'était vraiment horrible et insupportable et j'ai autre chose à faire que m'infliger ça très sincèrement. Donc curieuse, est-ce que vous lisez Camilla Lagerberg? Est-ce que vous aimez bien? Pas de jugement, hein, vous avez le droit de bien aimer, mais vraiment je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette autrice, je trouve que son style est vraiment grossier, il n'y a aucune subtilité, c'est pas du tout original, Enfin, la seule originalité, je pense qu'on peut dire, c'est que c'est un policier qui est écrit par une femme avec un personnage féminin. Waouh, si on en est là en 2022, je pense qu'on a du souci à se faire. Je sais pas, vraiment dites-moi, est-ce que c'était un de ses premiers romans et que c'est du coup plus mauvais que les autres, ou est-ce que ça s'améliore avec le temps? Je sais pas, je ne demande qu'à comprendre. Voilà pour mes lectures, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez des recommandations à me faire. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!